Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinar qui est axé aujourd'hui sur un retour d'expérience et celui de la société Pôle emploi. Alors pour ceux qui sont déjà venus à nos webinars, on se laisse 5 minutes le temps que tout le monde puisse arriver. Donc bienvenue à tous. Et donc aujourd'hui, un retour d'expérience pour Pôle emploi, pour la société de Pôle emploi, et puis une introduction en premier lieu qui sera réalisée par Édouard Huot pour présenter la société Capensis, donc éditeur du logiciel Cadopsis que vous connaissez déjà pour certains et que vous allez découvrir pour d'autres. Donc on sera accompagné de Samuel Borel et de William Gary, qu'on remercie au passage encore chaleureusement pour leur participation pour ce retour d'expérience. Donc pour ceux qui sont en train d'arriver, on démarre donc dans 4 minutes là vers 10h05, le temps que chacun puisse s'installer confortablement pour suivre le webinar. Donc là je suis accompagné d'Edouard Huot, que vous connaissez aussi peut-être, Bonjour. voilà, et qui vous fera la présentation de la société Capensis, juste avant le retour d'expérience Pôle emploi. L'outil qu'on utilise aujourd'hui pour faire le webinar, c'est Livestorm. Et donc à ce titre, vous avez deux onglets. Donc l'onglet chat pour nous dire bonjour, pour discuter un petit peu comme ce que vous êtes en train de faire. Donc ça c'est parfait. Et puis si jamais vous avez des questions durant la présentation, vous avez un onglet questions qui est dédié à ça. Et à la fin de chaque partie, donc la partie présentation de la société et puis ensuite la partie retour d'expérience Pôle emploi qui est orientée sur les méthodes, les choix et puis les bénéfices retirés de l'utilisation de la solution, et plutôt un axe technique, architecture et puis donc cas d'usage Pôle emploi pour Canopsis. Eh bien vous utilisez l'onglet questions. Je compilerai les questions et puis je les poserai en fin de chaque partie. Et puis on se garde un temps en fin de webinar pour d'autres questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions et l'onglet chat si vous le souhaitez. Alors je vois que pas mal de personnes arrivent là en ce moment. Donc on démarre à 10h05. Comme ça, ça laisse le temps à tout le monde de s'installer. Ça fait un peu redite là tout ce que je raconte, mais bon, c'est pas très grave. Donc je suis accompagné d'Edouard Huot pour la partie présentation de la société Capensis et de Samuel Borel et William Gary pour le retour d'expérience Pôle emploi, qui fera suite juste à la présentation d'Edouard. Voilà, on démarre dans 2 minutes. Donc installez-vous bien, prenez-vous un petit café et puis on va y aller tout simplement. Onglet chat, onglet questions. Pendant la présentation, n'hésitez pas. Et puis je les compilerai à la fin de chaque partie et je poserai les questions pour rendre la présentation un peu plus dynamique. Donc n'hésitez pas à poser vos questions par écrit à cet endroit-là. Alors, Michael, moi j'ai une Oui. petite question. Est-ce que le webinar va être enregistré? Est-ce qu'on va pouvoir le communiquer aux personnes qui soit l'ont suivi, soit n'auraient pas pu le suivre? Oui, on publiera le lien avec la vidéo du replay. Donc, de toute façon, pour ceux qui sont là, voilà, mais pour les absents, ce sera disponible également, ou si vous voulez le faire suivre autour de vous, ce sera également possible. Écoutez, on démarre dans 1 minute, donc bienvenue à tout le monde, ceux qui sont en train de se connecter aussi, voilà. Aujourd'hui, retour d'expérience réalisé par la société Pôle emploi au travers de Samuel Borel et William Gary. Donc un aspect plus méthode, choix, bénéfice, et puis un aspect plutôt orienté technique et cas d'usage, qui sera réalisé par William Gary. Et Edouard va faire l'introduction avec la présentation de Capensis, la société qui édite donc Canopsis. Écoutez, on va vraiment pas tarder là. Je pense qu'on on doit pas être loin d'être complet, donc on va pouvoir se mettre en route. Donc moi, je vous retrouve à la fin de chaque partie. Si vous avez des questions, donc
mettez-les dans l'onglet questions et puis je compilerai pour les poser au bon moment. Bah écoutez, je pense qu'on peut y aller. Edouard, je te laisse la main, c'est à toi. À tout à l'heure. Merci. Merci Mika. Donc bonjour à tous. Et puis je remercie aussi chaleureusement les personnes de Pôle Emploi pour leur intervention qui va suivre. Moi-même donc je suis Edouard Huot, je suis le dirigeant de la société Capensis qui est donc l'éditeur de Canopsis. Quelques slides pour remettre dans le contexte qui nous sommes, savoir pourquoi nous avons décidé de développer la première solution d'hypervision open source du marché, et puis quelques informations sur les aspects plus commerciaux de la solution. Voilà. Donc, qui sommes-nous? Capensis est d'abord un intégrateur de solutions Linux et open source, créé en 2002 dans le nord de la France. Dans les packages, je dirais d'installation classique, traditionnelle, historique même de la structure, la supervision avait une grande place, hein, donc déploiement de solutions historiquement de type Oreon qui s'est transformé en Centréon, Nagios également, Nagvis aussi d'ailleurs, hein, et puis des solutions aussi diverses et variées que la gestion des logs à travers ELK par exemple. Voilà, donc déploiement sur de multiples comptes, plutôt des grands comptes. Hein, on est intervenu au ministère de la Défense, sur des comptes comme Eiffage, etc. Et puis en 2011, on se dit voilà, la supervision ne suffit plus, pardon. Donc on décide à partir de 2011 de développer la première solution d'hypervision open source du marché, Canopsis. Voilà. Donc aujourd'hui, Canopsis, c'est quoi? Alors on le positionne comment, plus exactement, sur la gauche de votre écran. Qu'est-ce qu'on considère comme une solution d'hypervision? Une solution d'hypervision pour nous, c'est un chapeau, hein, qui va se positionner au-dessus de l'ensemble des outils de supervision existants, d'accord, qui eux-mêmes, via des capteurs des sondes, vont aller checker, scruter, récupérer des informations, des données, des événements sur un périmètre à surveiller. Donc, au-delà bien au-delà d'une vision purement marketing, la supervision et l'hypervision sont deux domaines pour nous différents. Voilà. Et donc, Canopsis se positionne comme une solution, bien sûr, d'hypervision, avec trois fonctionnalités phares. La première, c'est l'agrégation de données, la centralisation. Donc, le premier, je dirais, la première action de l'outil d'hypervision, donc, c'est de centraliser l'ensemble des outils de supervision présents. Également, récupérer des informations de référentiels de production, de CMDB, hein, dont vous pouvez disposer. L'objectif étant d'enrichir bien évidemment les événements via des fonctionnalités qui suivent, et puis des applications métiers, des outils d'infrastructure, des bases de données, enfin toutes les informations qui pourraient être pertinentes dans le cas d'une visibilité accrue de son système d'information. Voilà, donc première, je dirais, fonctionnalité, c'est d'apporter cette console unique finalement pour les équipes. Le deuxième point, c'est le traitement, la transformation des événements qui ont été recueillis, donc à travers du filtrage, bien évidemment, de l'enrichissement, on en parlait tout à l'heure avec la notion de CMDB, après des corrélations. L'objectif finalement de l'ensemble de ce traitement, l'objectif principal, évidemment, c'est de réduire au maximum le nombre d'événements qui sont portés à destination donc des équipes d'exploitation. Et puis, on vient fabriquer également des puits de données à partir des données qui sont incluses dans Canopsis, de façon à pouvoir faire en sorte que vous fabriquiez en fait des statistiques, hein, avoir une vision plus statistique à travers des outils, soit qu'on peut mettre à disposition, soit que vous utilisez aujourd'hui, type BI, etc. Donc, un Grafana, par exemple, fait très très bien l'affaire. Et puis plein d'autres fonctionnalités, plein d'autres moteurs qu'on développe et qui sont bien évidemment aujourd'hui déjà dans la solution. Et puis le troisième élément important, c'est la restitution, la présentation des informations à travers du bac à alarme, de la météo de service, des compteurs, et puis, comme je disais tout à l'heure, des statistiques. Canopsis fonctionne autour d'une API de qualité, et à travers cette API, en fait, on vient fournir effectivement des vues aux différents utilisateurs, bien évidemment, en fonction de la typologie d'utilisateur. Voilà. Quelques références clients qui aujourd'hui dont on est bien évidemment très fiers, hein, donc le centre de supervision courrier colis de la Poste,
également deux acteurs, je dirais, de la gestion des incidents, que sont OBS à travers son NOC mutualisé et le centre de services outsourcing de GFI. Alors, la particularité d'OBS, c'est que aujourd'hui, on est sur un traitement d'environ 1500 événements par seconde. Voilà, donc la plateforme tient bien et on attend des productions plus importantes pour pouvoir aller encore plus loin dans le volume d'événements traités. On travaille également historiquement depuis 2013 avec le centre de gestion informatique de la RATP, où là la spécificité c'est 27 types de sources de données différentes. Donc là on voit bien la capacité aussi de Canopsys à pouvoir agréger une multitude d'outils. En gros, aujourd'hui, il n'y a pas une seule source de données qui nous a, entre guillemets, résisté. Et puis, je laisse le soin à Samuel Borel et à William Garry de vous présenter le retour d'expérience Pôle emploi, puisqu'il va suivre. Et puis, on espère, bien évidemment, votre logo à côté de ces prestigieux logos. 2 éditions de Canopsys, donc une édition libre, on va dire, hein, puisque l'outil est open source, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, le code, que ce soit sur des parties libres et des parties propriétaires, le code est ouvert. Hein. C'est l'importance de la chose. Donc, d'un côté, une édition que vous pouvez télécharger librement sur Internet avec un support communautaire, des connecteurs standards, des règles de gestion manuelles, du mononœud. Donc, c'est pas une solution qui peut aller vers, on va dire, ni en termes d'outils, ni en termes de volume, aller vers des choses très très importantes. Voilà, mais enfin, ça peut suffire dans un certain nombre de cas à répondre aux problématiques d'hypervision. Déjà, on peut centraliser. Et puis, une deuxième édition qui est la Pro édition. Donc là, avec support et maintenance éditeur. Donc, vous voyez, OpenCore plus des outils complémentaires, des connecteurs spécifiques et des drivers. Un driver étant un connecteur qui permet de récupérer des informations depuis une source de type CMDB, par exemple, de l'enrichissement dynamique, du multinode, donc du clustering, de la parallélisation de bus de données dans la solution de façon à augmenter les performances de Canopsys, des règles de corrélation qui sont fournies, du reporting et statistique dont on parlait tout à l'heure, des webbooks, et d'autres fonctionnalités. Donc tout ça, c'est inclus dans une seule édition avec un modèle assez simple finalement. Et issu de notre métier de la prestation de service, issu de la philosophie aussi de service autour de l'open source, un accompagnement par l'éditeur. Donc, pareil, je laisserai le soin à Samuel Borel de vous présenter cette partie-là finalement, qui est le retour d'un client qui est bien plus important que ce que je peux vous présenter aujourd'hui finalement. Alors, en conclusion, sur cette partie exclusivement commerciale, donc les bénéfices de Canopsys, c'est d'abord d'avoir une console unique configurable, hein, qu'on peut mettre à disposition de plusieurs types de métiers dans l'entreprise. L'objectif donc de réduction du volume d'alarme à travers un certain nombre de règles de gestion, la corrélation, etc. Et d'afficher les alertes pertinentes. Trop d'alertes tue l'alerte, hein, et puis ça démotive les équipes, etc. D'avoir une multitude d'alertes à traiter. Des fonctionnalités d'exploitation, hein, puisque Canopsys, c'est la tour de contrôle du système d'information, donc des fonctionnalités d'exploitation, et puis ce reporting et ces statistiques de monitoring de l'entreprise. Les avantages de Canopsys, c'est que c'est open source, hein, donc il y a cette philosophie aussi open source autour, hein, même si vous avez une partie payante, c'est effectivement une philosophie sur laquelle on est très attaché. Un partage avec le client aussi, hein, écoute et proximité client. On est une structure française, donc cette proximité, on l'a à ce niveau-là vis-à-vis de vous aujourd'hui notamment. L'expérience grand compte, comme vous avez pu le voir, et c'est une solution évolutive et qui évolue tout le temps. On est en termes de développement, on est sur développement agile, avec des livraisons très régulières à analyser en fonction de ce qui arrive. Vous installez pas, voilà. Et puis on vous accompagne autour de tout ça. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie pour avoir suivi cette partie purement commerciale et je vais laisser la main donc à Samuel Borel de Pôle emploi. Merci à moins que vous Edouard. ayez des questions. Je reprends un petit peu la main. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y en a eu 2, là je suis en train d'y répondre par écrit. Donc le lien avec ServiceNow, donc j'ai répondu qu'effectivement on pouvait se synchroniser côté SMDB et côté ticketing. Et puis je suis en train de faire la réponse sur l'aspect masquage d'alerte. Donc effectivement, on peut traiter des périodes de maintenance, de plage de service. Je suis en train de répondre. Donc là, effectivement, il est temps de passer la main à Samuel. C'est à vous, Samuel. Vous pouvez projeter vos slides et puis y aller. Edouard, peut-être que tu peux enlever les tiens et puis ce sera OK comme ça. Bon, bonjour tout le monde. Donc, William, là, on va Oui. attendre que tu bascules toi les slides.
En attendant que ça s'affiche pour nous présenter, donc moi je suis Samuel Borel, je suis en charge du département métrologie, analyse de performance et supervision pour la DSI de Pôle emploi. Et on est une équipe d'une trentaine de personnes. Et William fait partie du pool d'expertise, hein, c'est notre sachant supervision, maintenant Canopsis. Et on va co-présenter ensemble ce retour d'expérience, vous expliquer comment on en est arrivé là, hein, sur l'introduction qu'a pu vous faire Edouard autour de l'outil Canopsis. Voilà. Dis-moi si c'est bon, Samuel. Là. Ouais, c'est bon. Je sais pas si c'est bon pour tout le monde. Moi, je vois des slides. Ok, ben, impeccable. Alors, on est parti. C'est bon, hein, vous inquiétez pas, on voit tout bien, vous pouvez y aller. Ok, donc si on passe alors très rapidement et puis en introduction aussi, hein, donc on a fait une présentation au CRIP, c'était quand hier ou avant-hier là, je sais plus. Donc ne partez pas tout de suite, hein, les premiers slides sont les mêmes. L'intérêt de la présentation d'aujourd'hui, c'est qu'on a William qui répondra aux questions et qui présentera surtout la partie technique de notre solution là, de cockpit de supervision et d'hypervision. Les premiers slides sont assez généraux, c'est normal. Attendez le slide 15 ou 16, là, ou 14, ça devrait, vous y verrez un petit peu, on va soulever le capot et regarder un petit peu comment ça marche. Pour poser le contexte, il y a deux slides, deux chiffres, pas plus promis là aussi, pour resituer un petit peu pour l'emploi, hein, donc opérateur de service public, je pense que là, on connaît à peu près tous. 50, plus de 50 000 personnes chez Pôle emploi. On a plus de 1200 sites à gérer, donc c'est un peu moins de 1000 sites. C'est des agences qui sont réparties sur tout le territoire, de la Réunion jusqu'à la Guyane, globalement, donc avec une plage horaire qui est relativement étendue sur l'accueil en agence. Et puis même si on se compare pas à des grandes banques sur les volumes d'euros et de monnaie échangée, on verse quand même plus de 30 milliards d'euros d'indemnités aux demandeurs. Et tout ça est géré depuis notre data center. Tu peux passer au slide suivant, William. Tu fais un petit focus sur la partie DSI et le slide d'après sur Montpellier. La répartition côté DSI, notre mode de fonctionnement chez Pôle emploi, c'est une douzaine, 13 sites en France, en métropole, qui sont spécialisés sur du dev en fonction des métiers. Et puis on a deux data centers. Hein, on est propriétaire de notre data center en Montpellier, à Castelnau-le-Lez, dans la banlieue de Montpellier. C'est un gros data center hein, qui fait plus de 3000 m² avec toute notre infrastructure technique. On a un backup qui est à Orléans, dont on est propriétaire aussi. Et de la post-production, hein, c'est la production éditique pour tout ce qui est courrier, qui lui est dans le Grand Nord, pas très loin de chez Capensis, Là, les derniers chiffres que j'afficherai, c'est le volume de transactionnel hein, qui nous a amené nos problématiques de supervision et d'hypervision. Ce qu'on appelle Ode et Dune chez nous sont nos deux applications métiers principales qui servent au pilotage et aux interviews, au suivi des demandeurs d'emploi tous les jours en agence. Ça représente plusieurs milliards de transactions chaque année, et tout ça arrive dans le data center à Montpellier. On a évidemment, comme nous tous, une explosion de l'Internet depuis une dizaine d'années. Pôle emploi est dans le top 30 là, des sites les plus fréquentés en France. On a 7 milliards de pages vues. Et de façon corrélée, une explosion de l'activité mobile, plus tardive évidemment, mais qui aujourd'hui est une part très, très importante de l'activité d'un demandeur d'emploi quand il se connecte. Il se connecte pas forcément que sur un PC, de plus en plus depuis son téléphone. Puis on imprime encore du courrier, hein, donc plusieurs dizaines de millions de plis. Là aussi, ça se surveille pour être sûr qu'on envoie les bons courriers aux bons demandeurs d'emploi. Si on rentre un petit peu dans la planche suivante sur le détail, nos difficultés, hein, c'est là où on arrive on va arriver petit à petit à nos solutions de supervision. La DSI de Pôle emploi, on a eu un certain nombre de fusions et d'évolutions depuis pas mal d'années. Du coup, on est aujourd'hui sur une infrastructure qui est très très hétérogène. Ça parlera à nombre d'entre vous également. On a toujours un Z14
D'ailleurs, Z14, Z15, j'ai oublié si c'était la dernière génération ou pas, mais on a un mainframe IBM, on a des AIX, hein, et puis on a, au fur et à mesure que les années passent, on a investi dans des nouvelles technologies. On a depuis 5 ans un big data autour d'Hortonworks, du Netezza pour de la PBI avec du hardware pour faire du calcul massivement parallèle. On a évidemment pris un virage VMware, quasiment 10 000 VM qui sont sur VMware pour l'ensemble de nos applications. Et depuis un an, un retour de l'hyperconvergence. Hein, c'est pas un effet de mode, c'est les technologies qui évoluent, mais on est en train de prendre un virage avec du SDDC, hein, c'est du Software Defined Data Center, avec des systèmes sous VMware qui sont hyper convergés, qui sont nouveaux et qui s'administrent et se supervisent complètement différemment. Et puis on a également, alors depuis quelques années, et puis avec une explosion là aussi prévue cette année et l'année prochaine de la partie containerisation, qui est sur Pivotal, et qui nous secoue en termes d'alerte, en termes d'événements de supervision. Voilà, on a des éléments à réinventer là-dessus. Je passe rapidement sur le stockage. Plusieurs pétaoctets répartis sur nos data centers. Et puis le confinement nous a permis de mettre à dure épreuve les aspects télétravail avec du Skype, de l'Office 365 de plus en plus, et évidemment Outlook qu'il faut aussi surveiller. On s'inscrit également depuis quelques années dans des développements dits agiles et DevOps. Hein, donc, ça a un impact important d'un point de vue supervision également, puisque qui dit DevOps, on livre au bon moment, on livre peut-être un peu plus souvent dès que c'est prêt. Ça veut dire que les scénarios de supervision, les outils de supervision doivent être au rendez-vous dès que ça arrive en production, dès qu'une évolution d'application arrive en production. Donc ça nous secoue aussi dans notre façon d'observer les incidents, les alertes, les événements qui arrivent au niveau du SI. Sur les événements et les alertes qu'on traite par mois, c'est en augmentation. On essaye d'endiguer ça. Hein. On a un plan justement qui vise à réduire le nombre d'alertes. On le verra un peu plus tard. Voilà, les ABAC, c'est environ 15 000 alertes par mois. Alors, pas forcément toujours très grave, hein, mais quand on a des surcharges CPU, mémoire, des problèmes de thread sur des machines, tout ça est centralisé dans des outils de supervision. Il y a des alertes qui sont générées, on a tout ça à traiter dans les outils. Mais par contre, c'est la conclusion de cette planche-là, on a une seule salle de pilotage qui est ouverte 24/7 avec un mur d'images. Et il nous a fallu travailler, on continue de travailler sur l'adaptation de ces modes opératoires-là, parce que les équipes qui travaillent en 24/7, elles peuvent pas multiplier les outils de supervision, les modes opératoires, les consignes en fonction des nouvelles techniques qui arrivent. Pour commencer à voir un petit peu où je veux en venir, où je vais arriver sur les slides suivants. William, j'en ai encore quelques-uns. Alors, on peut passer peut-être rapidement sur celui-là. Hein, alors, on a tracé l'histoire depuis une dizaine d'années. Je l'ai traité dans le slide d'avant, hein, avec les nouvelles technos, forte croissance d'Internet. La nouveauté pour cette année, qui nous secoue aussi, à laquelle il va falloir répondre, c'est les sujets comme l'IAOps et les cas d'usage IA, qui ont des modes de fonctionnement différents d'une application classique sur laquelle il faut aussi qu'on s'adapte. Il faudra qu'on s'adapte dans les 2 années à venir pour surveiller ça de façon efficace. Donc, sur cette planche, j'étais un peu vilain, là. William, j'espère que tu m'en voudras pas. Là, j'ai changé. Je sais pas si tu avais vu le titre, les limites d'un modèle éclaté. Ça, c'est notre offre de service, ou une partie de notre offre de service côté supervision. Hein. On a au moins 5 grands processus qui sont traités indépendamment. Si je commence par celui de droite, on a le suivi de l'actualisation. C'est un processus métier qui permet de s'assurer que un demandeur d'emploi en fin de mois, quand il va s'actualiser, tout fonctionne correctement. Ce processus-là, on a des outils de suivi particuliers. Et puis si on se déplace petit à petit sur la partie gauche de l'écran,
on est sur le classique, hein, là, c'est la supervision de l'infra. On appelle déjà ça de l'hypervision parce qu'on a beaucoup d'outils. On a du Centreon, on a du K8, du Prometheus, tout un tas d'outils qui nous permettent de superviser des infrastructures techniques. On a un autre sujet, là, c'est la deuxième colonne, c'est la météo des services, ce qu'on appelle nous la météo des services. William le détaillera avec de jolies captures d'écran. C'est vérifier la disponibilité d'une application. Donc là, on a des robots qui viennent vérifier que chacune des applications, on en a 300, je crois. Si tu corrigeras William, on a à peu près 300 scénarios, 300-400 scénarios qui tournent toutes les 5, 10, 15 minutes, comme un humain le ferait, que ce soit un internaute, que ce soit un partenaire externe qui se connecte à notre SI ou un agent dans une agence pour aller vérifier que l'appli met pas trop de temps à répondre. Je passe sur les autres processus pour essayer d'avancer un peu plus. Sur le slide suivant, c'est quelle a été notre démarche. Elle a été initiée, on va dire, globalement autour de 2017-2018. Le constat qui était de plus pouvoir avoir une solution éclatée avec tout un tas d'outils de supervision. Alors, on était déjà sur un modèle d'hypervision avec une solution Business Bridge Axway qu'on utilisait pour tout un tas de choses et on avait envie de passer un petit peu à l'échelle et de changer de solution. Quelques petites difficultés aussi de visibilité, de roadmap sur cette solution-là. Donc, on s'est fixé un certain nombre de critères. Le premier, évidemment, c'était de renforcer notre cockpit centralisé, tout voir d'un seul coup d'œil à destination de nos utilisateurs, de nos clients, qui sont à la salle de pilotage, par exemple, les supports de niveau 1, niveau 2, voire niveau 3. On sentait déjà, il y a 2-3 ans, arriver les modèles containerisés et l'explosion du nombre d'alertes quotidiennes, donc renforcer la robustesse de l'outil. On est toujours sur des modèles faire de l'open source quand on peut, quelque part, c'est de se dire plutôt que de s'enfermer dans un modèle très cher, compliqué, essayer d'avoir quelque chose d'un peu ouvert sur lequel des briques open source peuvent nous aider. Et puis, on avait pour faire face également à l'explosion du nombre d'alertes et à l'arrivée des nouveaux produits. Je parlais de l'IAOps par exemple, des cas d'usage IA qui arrivent aujourd'hui, surveiller du big data. On avait comme critère de se dire on veut aussi une solution avec tout un tas de connecteurs, quelque chose de très ouvert qui nous permettra dans 6 mois, dans 1 an, de pouvoir on espère assez facilement connecter de nouveaux outils de supervision. Donc, on a regardé les produits du marché et puis on a choisi Canopsys. Je vous fais la version courte sur cette partie-là. Canopsys, alors, Edouard en a parlé tout à l'heure, nous a séduit sur un certain nombre d'aspects, sur le papier. En tout cas, en 2017-2018, on s'est lancé dans ce modèle. Si on passe sur le slide suivant, expliquer un petit peu où on en est aujourd'hui, ou en tout cas où on veut aller aujourd'hui, parce que tout n'est pas terminé évidemment. Donc il y a 3 slides, je vais vous montrer des silos avec des outils relativement séparés les uns des autres, avec une techno éditeur de suivi. Notre écosystème aujourd'hui se veut être basé autour d'une solution d'hypervision, Canopsys en l'occurrence, qui permet d'agréger l'ensemble des alertes. Aussi, et c'est important, j'ai entendu des définitions différentes, on est bien dans cette définition-là de l'hypervision. Ce qu'on veut, nous, c'est centraliser à un seul endroit l'ensemble des événements et des alertes qui se produisent dans notre SI. Alors, il y a forcément des exceptions. Le SOC, par exemple, en fait pas partie aujourd'hui, un système à part, c'est une équipe à part. Mais l'idée, c'est vraiment pour la plupart des événements du SI de tout avoir au même endroit. Donc, du coup, les 5 pavés qu'on avait tout à l'heure, c'est les nuages qui sont autour. On retrouve la supervision des services délivrés en jaune, là en bas à gauche, par exemple, qui est basée sur de l'IP label aujourd'hui. Donc, ce sont des sondes de NewTest. Alors, si vous connaissez un petit peu NewTest, ils ont aussi une méthode des services avec une dalle. On voit toutes les applications. Donc, c'est très bien. Le produit est intéressant. Par contre, il ne marche que dans le cadre de la supervision du service délivré de scénarios qui sont créés dans l'outil NewTest. Nous, NewTest, on l'a uniquement pour les applications intranet.
On avait Whitby pour les solutions Internet. Donc là, même débat, le produit Whitby, ça permet de créer le scénario, ça permet d'avancer sur le suivi. On a un joli cockpit Whitby qui nous permet de suivre les temps de réponse, la disponibilité du service, mais c'est un deuxième cockpit. Puis on s'est désengagé de Whitby en fin d'année et on a transporté l'ensemble de ces scénarios-là, on les a recodés avec une solution maison basée sur un orchestrateur Jenkins et du code Selenium. Donc là, pareil, cette architecture-là devait être compatible avec un hyperviseur. Donc aujourd'hui, c'est le cas. On envoie tous les résultats, les comptes rendus, les captures d'écran qui sont créés autour de cet outil maison Jenkins Selenium. On envoie tout ça à l'hyperviseur, il se débrouille, il digère tout, il nous en affiche la synthèse. Donc ça, c'est le gros pavé jaune aujourd'hui qui est en production et que William détaillera tout à l'heure. Puis on a, pour en détailler un deuxième, c'est la supervision d'infrastructure. Là, je dirais, c'est encore pire. On a des niveaux 3 chez nous, des experts qui sont chacun spécialistes d'un Grafana, Prometheus, donc ils peuvent faire le job en debugging, en déploiement d'une solution quand on est en dev, ou juste après la production. C'est la même chose pour Centrion, pour des outils intégrés dans du Kubernetes ou du Docker. Par contre, quand on est en run côté exploitation, on ne peut pas se permettre raisonnablement, en tout cas sur du niveau 1 et sur du retour et de la correction très très rapide d'incident, on ne peut pas se permettre d'aller dans 50 outils différents. Il faut bien qu'on ait l'information dans son endroit. Donc c'est ce qu'on fait aussi. Hein. On va mettre en production le deuxième grand pan de notre solution d'hyperviseur pour l'ensemble de ces alertes-là. Puis je passe sur les autres. Hein. Ce qui est important peut-être, c'est de prendre des produits comme AppDynamics. Hein. AppDynamics, un joli produit d'APM qu'on a depuis 3 ans également. On peut faire beaucoup de choses dans AppDynamics, c'est un outil qu'on utilise tous les jours en audio de crise. Alors, je dis pas qu'on est tous les jours en audio de crise, on n'allait pas répéter ça, mais quand on a des soucis, on utilise AppDynamics quasiment tous les jours. On a beaucoup de dashboards. Par contre, si on veut avoir une vue de synthèse et quand on a des dépassements de seuil et des événements un peu particuliers, c'est la même chose. AppDynamics renvoie vers l'hyperviseur des éléments de synthèse et c'est lui qui va les centraliser, alerter et permettre ces mécanismes-là d'escalade. On peut passer peut-être au slide. Je parle beaucoup, j'essaie de synthétiser, il m'en reste plus qu'un ou deux. Là, c'est pour la solution. Comment on a mis en place la solution en fait. C'est du classique. En introduction, j'ai entendu parler d'open source. Quand on a regardé la solution, MVP 0, c'est même du double, du triple 0. Hein. On a pu s'essayer à la solution assez facilement et assez rapidement pour regarder ne serait-ce que la partie ergonomique, interface, capacité du produit. Et puis on s'est lancé assez rapidement sur 2 grands chantiers. C'est MVP. Alors il y a 2 fois MVP, il y a une petite coquille, c'est MVP 1, MVP 2. En fait, on a aujourd'hui 2 hyperviseurs. On a un hyperviseur typé météo des services, c'est le suivi applicatif, c'est parce que mon service est disponible. Là aussi, je tease un petit peu. William détaillera tout ça. Et puis on a un deuxième hyperviseur qui est toujours la même base Canopy, c'est le moteur basé sur les mêmes, c'est la même tripaille sous le capot. Et lui, il centralise toutes les alertes techniques. La démarche, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on avait déjà des outils avant, une solution éditeur. On a voulu commencer par avoir quelque chose de AISO. Ce qu'on appelle AISO, c'est ne pas trop perturber nos utilisateurs qui sont là en 24/7, qui sont des supports de niveau 1. Donc on leur a posé des outils qui avaient là aussi de façon masquée tout un tas de capacités et de possibilités complémentaires, ne serait-ce que par leur performance et leur robustesse. Par contre, d'un point de vue ergonomie, on a essayé d'avoir quelque chose qui se rapprochait des outils qu'on avait déjà développés, plus de 10 ans d'expérience sur ce type d'outils, de façon à pas réinventer la roue et pas perturber, faire un accompagnement du changement assez facile. C'est pour ça qu'on a ce MVP 1, MVP 2, là, hyperviseur type méthode des services et hyperviseur technique. Puis l'autre intérêt, ça a été sur l'hyperviseur technique, c'est en cours. Aujourd'hui, on le met en production pour de vrai, il tourne depuis plusieurs mois. On le met en production en se séparant de l'ancien, normalement début juillet, si tout va bien. Là, c'est la même chose, on a pu
mettre en place toutes les règles, tout le fonctionnement du produit. Par contre, on a gardé sur le dessous, sur la partie interface et connecteurs, on a gardé encore des anciens connecteurs, puis on y viendra petit à petit. On va passer sur des connecteurs full Canopsys dans les semaines et dans les mois à venir. Ça nous permet d'y aller petit à petit sans point de rupture trop important. Et le MVP3 qui est à venir, alors il est déjà amorcé sur certains sujets, mais c'est pourquoi on a choisi cette solution en fait, et qu'est-ce qu'on en attend au-delà de la robustesse, euh, de la facilité, de l'ouverture qu'on peut avoir sur ce type de produit, bah, c'est continuer à développer. En fait, début juillet, on aura mis en production les deux grandes versions qui sont affichées là, ça sera que le début en fait, hein, ça sera le début de la part d'innovation qu'on veut mettre dans ce type de produit, c'est réduire le nombre d'alertes. Comment? En faisant de la convergence, de l'agrégation d'alertes. C'est dans la roadmap du produit Canopsys. Et puis on va peut-être aller chatouiller un petit peu Michael, Edouard, parce qu'on voudra peut-être des éléments un petit peu particuliers. Donc on va continuer à travailler ensemble là-dessus. L'IA Ops, c'est à la mode, je dirais, mais ça a de réels avantages et de réels intérêts, ne serait-ce que pour calculer des baselines, faire de l'aide au diagnostic, mettre en place des chatbots. On travaille aussi sur ces soucis, sur ces sujets-là. C'est plus des soucis aujourd'hui qu'un sujet, mais on a quand même quelques beaux succès. Et puis le saint graal peut-être de ce type d'outil, c'est la remédiation, hein, c'est avoir un cockpit qui nous affiche de l'information et qui corrige automatiquement un certain nombre d'alertes sans avoir la vérif manuelle, un opérateur qui peut lui aussi faire des erreurs. Donc on travaille aussi là-dessus. Il y a plusieurs façons d'y arriver, mais on pense que de toute façon c'est une obligation pour nous d'intégrer tout ça dans le cockpit central. Ça permet de donner de l'information, de communiquer sur ce qu'on a fait, combien on a d'actes de remédiation par jour, par semaine, c'est super important. Puis en ligne de fond, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est du container, hein, c'est des solutions qui sont containerisées, qui sont faciles entre guillemets à déployer, qu'on a automatisé, et on a une intégration continue. Aussi William le détaillera tout à l'heure. Est-ce que j'ai fini avec les slides? Oui, donc là, Oui, c'est à toi, William. voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente donc William Gary. Donc, moi, je suis donc en charge de l'intégration de la solution Canopsys dans notre SI. Donc, autour de deux cas d'usage. Donc, comme vous l'avez vu, Samuel vous a parlé, on a donc 5 types de supervision, mais avec Canopsys, on n'en traite que 2. On espère peut-être en faire plus après, mais déjà si on arrive à faire ces deux, ça sera bon. Il y en a un qui est déjà en production, comme l'a dit Samuel, et un qui va l'être prochainement. C'est quand même un gros morceau pour nous. Donc déjà, quand on aura le succès de ces deux, ça sera quand même assez important. Donc là, on va vraiment parler des deux cas d'usage que l'on traite à Pôle emploi. Une chose que Samuel n'a pas dite, c'est qu'en fait, la partie hyperviseur, ce qui est très important pour nous, c'est qu'en fait, il faut quand même savoir juste qu'à Pôle emploi, on a ce qu'on appelle une téléexploitation qui assure tout le niveau 1, en fait. Voilà. Et c'est pourquoi avoir tous ces cockpits-là, en fait, comme les a appelés Samuel, de fédérateurs d'alerte, hein. C'est justement parce que on a affaire à une téléexploitation, donc à des gens, donc ce ne sont pas des internes, c'est une société donc avec des appels d'offres potentiellement qui peuvent changer en tout cas tous les 4 à 5 ans, je crois. Et donc c'est compliqué de devoir avoir une multitude d'outils, heu, à former, à reformer des gens, à prendre enfin voilà, ça a un certain coût et du coup, Pôle emploi a fait ce choix-là d'utiliser des cockpits d'hypervision pour justement, faciliter, ces transitions entre les téléexploitations, faites à Pôle emploi. Donc voilà, donc je vais parler concrètement maintenant des 2 cas d'usage qu'on a traités. Donc, l'hyperviseur, on va commencer par le gros morceau qui est censé arriver en début juillet, enfin qu'on espère qu'ils vont arriver début juillet, donc l'hyperviseur d'infrastructure technique, pardon. Donc là, en fait, je vous donne une définition de ce qui est un hyperviseur à Pôle emploi. Donc après, c'est toujours pareil, il peut y avoir d'autres définitions. En tout cas pour nous, l'hyperviseur, c'est une hypervision donc des infrastructures techniques, et je dis bien, techniques uniquement pour donc tout ce qui est alerte technique, de l'ensemble donc des composants de notre SI.
et qui s'interface avec tous les outils donc hétérogènes donc à Pôle emploi. Donc quand je dis bien hétérogène, c'est-à-dire les outils du socle. Donc il y a alors les outils du socle, ça va de Centréon à PP Dynamics, enfin et cetera, tout ce qu'on peut imaginer, à, des solutions aussi des outillages, ce qu'on peut appeler des outillages. Donc ça, c'est quand même la force de ces, heu, de cette solution d'hypervision, c'est justement, de s'adapter à des outils socles. C'est assez facile. Maintenant, à des outillages faits maison, ça, c'est toujours plus compliqué, voilà. Et du coup, ça permet d'avoir, juste un hyperviseur, ça nous permet de pouvoir centraliser tout ça et l'opérateur, en fait, lui, derrière, au bout du compte, n'a pas de notion, ne voit pas de différence, en fait. Donc, on s'est fixé des objectifs sur cette hypervision-là. Voilà donc nos objectifs qu'on doit atteindre, parce que certains ne sont pas encore tout à fait atteints, mais les objectifs de la supervision, de l'hypervision, pardon. Donc c'est prévenir donc forcément une dégradation de l'infrastructure, donc avoir un impact sur la proactivité. Donc là, en fait, je vais essayer de vous donner un exemple simple. C'est par exemple, à un moment donné, on a eu des attaques, ce qu'on appelle DDoS. Et ben, en fait, prévenir avant la coupure, c'est justement, on sait que, il fallait qu'on y ait une alerte de chez SFR, plus une alerte qui était, sur un firewall. Ben, en fait, c'est là qu'on a su être proactif. Parce qu'en fait, ces 2 alertes-là nous donnaient ce qu'on appelle, nous, maintenant, une méta-alarme et du coup, on savait qu'en combinant ces 2 alertes-là, on était sûr qu'on allait avoir un problème. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple type, d'une hy d'une hypervision qui nous permet ce genre de choses. Si vous n'avez pas d'hypervision, vous avez les 2 outils qui vont vous mettre les 2 alertes, séparément et jamais vous serez en capacité de faire le lien avec avec les 2 alarmes, surtout dans le même bac. Voilà. Donc voilà un gros gain qu'on a eu, un exemple concret et un objectif atteint en tout cas. Donc ensuite, ça a alerté sur un dysfonctionnement, en donnant des informations pertinentes sur la cause, et l'impact. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de relier à la cartographie. On a forcément une cartographie à Pôle emploi, des outillages de cartographie. Bah, en se pluguant sur ces outils-là, ça nous permet ce genre de choses. Alors, le plus gros objectif, c'est vraiment le plus gros objectif sur l'hypervision, c'est fédérer les alertes. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle nous un seul bac à alarme et ce qu'on appelle la vue d'un seul coup d'œil pour, tout le niveau 1. Voilà. Donc c'est centraliser tous nos outils de supervision. Donc comme je vous dis, hein, Centréon, les APP Dynamics, donc juste un ordre d'idée, mais je le cite après, on a plus d'une quarantaine, entre 40 et 50 sources de données qui arrivent dans cet hyperviseur-là. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Imaginez 50 cockpits à superviser dans une salle d'exploit, c'est quasiment impossible. Un autre objectif, c'est associer les consignes à chaque typologie d'alerte. Ça, c'est pareil, c'est un point clé et vous voyez, tout ça, c'est atteint aujourd'hui, hein. Tout ce que je vous parle là, c'est d'ailleurs aujourd'hui, on a même on est en train d'escalader encore un niveau où ils sont en train de nous dire maintenant, on ne veut plus d'alerte s'il n'y a pas de consigne. On en est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, le rattachement des consignes à toutes les alertes, c'est un point clé chez nous. Heu, Ensuite, il y a la gestion des blackouts. Alors ce que nous on appelle blackout, c'est des maintenances planifiées, hein, voilà. Heu, donc ça, c'est important. C'est, des maintenances planifiées, je pense que dans tous les SI, tout le monde en a. On arrête des machines tous les jours et cetera et donc c'est important, de connaître, justement ces maintenances. Donc grâce à un outillage interne à Pôle emploi, qui s'appelle Prodop, ça nous permet de faire des plages automatisées en fait, où on ne va pas déclencher dans le bac à alarme, la visibilité à l'exploitation. Voilà. On va déclencher une alerte parce que c'est quand même une alerte, un élément qui s'arrête sur le SI, c'est que ça reste quand même un événement. Là, on appelle ça un événement, nous. Mais comme il est planifié, on sait qu'il a été ordonnancé par une tâche. Donc on dit: «Bon, mais tant qu'il est ordonnancé, on le met en blackout» et heu et voilà. Et donc les pilotes, du coup, ça permet aux pilotes, de ne pas traiter d'incident derrière puisque c'est quelque chose de voulu et heu et voilà. Donc ça, c'est hyper important aussi, ces maintenances planifiées. On les traite aujourd'hui clairement, hein.
Mise en place d'une boucle d'amélioration continue basée sur un hyperviseur. Donc, c'est tout simplement faire du reporting, hein. Donc ça, aujourd'hui, c'est pareil, c'est en place chez nous, c'est en production, c'est tous les mois. Aujourd'hui, mensuellement, il y a des réunions qui se font, sur la en production avec la téléexploitation sur justement, on récupère toutes les alertes qu'il y a eu durant le mois, enfin sur l'historique en gros. Et on les analyse, donc on a un outil de reporting qui s'appelle ClickSense derrière, et on essaye de voir sur quoi on peut travailler pour améliorer, toutes ces alertes qui arrivent, tous ces événements-là. Voilà, notamment à un moment donné, il y avait des problèmes de CPU, il y avait beaucoup d'alertes de CPU. Bah, voilà, ces boucles d'amélioration nous permettent ce genre de choses. Prioriser les alertes, ensuite selon la criticité des applications. Hem, alors ça, c'est pas encore satisfait parce qu'il y a un nouvel outil de carto, donc on est encore en train de, heu, ça devrait là bientôt avancer, mais voilà, c'est clairement cartographier toutes nos alertes, hein, voilà, on n'est pas encore on n'en est pas encore là. Et enfin, appliquer la remédiation sur l'hyperviseur, donc tout à l'heure Samuel en a parlé un petit peu. Pas encore satisfait, parce que là on espère, hein, là on clairement c'est un objectif qu'on s'est fixé avec Appen6, sur la partie remédiation tout à l'heure, donc ça Samuel l'a évoqué, c'est important pour nous, heu, voilà d'arriver à faire de la remédiation sur les alertes, pour aider les pilotes à être encore plus réactifs, hein, voilà, heu, là-dessus. Donc les principes, donc là après sur ce slide-là, je vais aller rapidement parce que là c'était vraiment les points clés, ce que j'ai essayé vraiment de vous détailler. Donc les principes, c'est forcément, le principe de l'hyperviseur, récupérer un nombre d'événements et de métriques, de tous les outils utilisés APE. C'est, la création et la mise à jour, des alertes selon des règles, et agréger des alertes, on l'a vu tout à l'heure, avec les moteurs de corrélation, donc aujourd'hui, les moteurs de Capen6. Et bien sûr se rattacher à des solutions de cartographie. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en cours. Voilà, donc ça, c'est voilà, sur les sources et les supports, donc c'est, aujourd'hui, voilà, sachez qu'on on traite, forcément de multi-protocoles. C'est aussi l'avantage d'un hyperviseur, donc c'est-à-dire on est capable de faire du SNMP, on fait du mail, des lectures de fichiers log, de requêtes, de requêtes, ODBC, requêtes, tout simplement, sur des bases de données. On fait pas mal de webhooks. Enfin voilà, il y a mut on est mu enfin, avec cet hyperviseur, on est multi-protocole. Et ce que je vous disais tout à l'heure, l'outillage source, c'est qu'aujourd'hui, on est entre 40 et 50 outillages sources qui sont centralisés dans l'hyperviseur. Voilà. Les acteurs sur cet hyperviseur sont, comme je le disais, la téléexploitation, le niveau 1, le niveau 2. Donc niveau 1, le niveau 2, pardon, et le niveau 3 étant assuré en général par des agents Pôle emploi ou des prestataires, mais tout le niveau 1 est assuré par, une téléexploitation, hein. Donc là, j'ai voulu, un petit peu vous décrire ce que le schéma des flux sur notre hyperviseur. Donc voilà, tout l'écosystème qu'on a. Alors on va les citer rapidement, hein. Donc ce que vous voyez en bleu, c'est une CMDB, donc c'est notre cartographie. Donc il y a un fort lien avec la cartographie, même si ce lien-là est en cours, comme je vous dis, j'espère que d'ici quelques mois, on va atterrir à une solution quand même, heu, assez pertinente en tout cas. Le plus gros forcément, c'est en orange, c'est tous les événements du SI, hein, passent par ici, voilà. Ça c'est important, hein. Chez nous, il n'y a rien qui sera supervisé au sein de Pôle emploi si ça ne passe pas par notre hyperviseur. Voilà, tout doit passer par notre hyperviseur, sinon ce n'est pas supervisé par l'exploitation. Et donc il n'y a pas d'incident, et etc. Voilà. Donc c'est une règle forcément qui doit être édictée dans la société, quoi, hein. Donc ensuite on voit, il y a un fort lien avec notre GED, donc tout ce qui est gestion de consignes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc tout est dans notre outil, dans notre GED. Donc il y a toute alerte doit avoir un lien avec ce qu'on appelle un colibri, donc avec un document, une consigne. Snow, donc tout à l'heure, je crois qu'il y avait une question sur Snow aussi. Donc on a une forte interaction avec Snow. Donc on a une aide à la rédaction. Alors attention, c'est une aide à la rédaction d'incidents. Et enfin, on a, donc c'est pour la partie analyse. Donc tous les jours, régulièrement, on déverse ça dans un lac de données, dans un big data à des fins d'analyse. Et enfin, il y a des envois de notifications quand il y a besoin, quand des utilisateurs veulent avoir des alertes par mail. Voilà, par exemple, on est en capacité aussi de faire de la notification par mail. Donc voilà tout l'écosystème autour de notre hyperviseur.
Donc je vous ai fait quelques captures d'écran sur le bac à alarme. Donc ça, c'est voilà, c'est le cockpit de notre, aujourd'hui, de notre, téléexploitation. C'est là-dessus qu'ils sont. Donc vous voyez, il y a un filtre qu'on leur a dédié, que sont exploit N1 à traiter. Donc voilà, tout ce qui arrive là-dedans, bon, ils doivent traiter. Voilà, ils doivent y aller et tout, voilà, et incidenter. Donc il y a on voit bien, bon, enfin, on voit bien où c'est peut-être un peu petit, mais en tout cas, il y a une notion de lien. Donc vous voyez, donc c'est bien ce que je disais, il y a toutes les alertes qui arrivent, il y a les consignes, il y a la déclaration des tickets, donc tous les liens ici pour faire ce qu'ils ont, dans l'ordre. Donc ils ont une séquence à mener, hein, de tous les exploitants lorsqu'ils ont une alerte. Ils doivent, donc appliquer les consignes, déclarer un incident et à partir de là, leur travail est fini. Donc après, ça passe au niveau de sauf si bien sûr, si la consigne résout le problème, tant mieux. Mais il est possible que des fois ça ne résolve pas et du coup, l'incident va passer, va escalader. Après, il y a toute la notion d'escalade, mais là, après, on n'est plus dans le cadre de l'hyperviseur. Et en bas, vous avez un petit screen là donc ça, on a rajouté ça il n'y a pas longtemps. C'est ce qu'on appelle une enfin, c'est une vue de task force. C'est ce qui permet, nous en fait les exploitants, comme je vous dis, c'est une téléexploitation. Ils sont, 6-7 à exploiter la solution, sur du 24/24 bien évidemment, 24/24, 7/7. Et lorsqu'ils sont au-delà, d'une capacité, donc là par exemple on a un seuil à 50, donc ça veut dire qu'en temps réel, s'il y a 50 alertes qui arrivent et qui doivent traiter, on sait qu'ils sont hors capacité, à traiter ces incidents. Voilà, donc il y a ce cockpit là qui leur est affiché sur une télé, qui leur permet de valider ou pas, est-ce qu'ils sont dans la capacité de traiter, toutes les alertes qui arrivent ou pas. Voilà. Donc là on a fini le premier cas d'usage, on a traité le premier cas d'usage qui est l'hyperviseur. Donc comme je vous l'ai dit, donc, 1er cas d'usage, on compte le mettre en place donc, d'ici, mi-juillet. Voilà. Le deuxième cas d'usage, c'est ce qu'on appelle la météo des services. Donc là, notre définition de la météo des services, hein, donc c'est afficher, l'état des applications. Donc vous voyez, tout à l'heure, c'est un hyperviseur technique, on est là pour traiter les alertes techniques. Là, on est là pour traiter, l'état d'une application, donc au travers de scénarios, donc simulés, donc qui simulent l'activité d'un utilisateur, sur un acte métier. Voilà, donc on a X applications, on en a, Samuel parle de 150, on en a beaucoup plus, mais en tout cas qui sont supervisées dans la méthode des services. On en a à peu près 150 qui bénéficient de 1 à X scénarios, on le verra dans les screens après. Et voilà, donc c'est le but de la méthode des services. On n'est plus sur un acte métier là. Donc le but c'est de corréler les deux, hein. Vous avez compris que la partie hyperviseur, on va avoir l'incident technique et la méthode des services, on va avoir le lien. Est-ce que les incidents, techniques, ont un impact finalement sur l'utilisateur final, sur le client? Donc les objectifs de cette météo, hein, c'est gérer la criticité des applications forcément, puisque là on a clairement une gestion, de la criticité. On sait nos applications, elles sont toutes décrites dans la cartographie, c'est pas nous qui l'avons fait, hein. Il y a des applications stratégiques pour Pôle emploi, des critiques, des sensibles, des standards. Voilà. Donc gérer les plages ouvertes de service, ça c'est hyper important. C'est d'être en capacité de gérer les plages d'ouverture, hein. Donc il y a des applications qui sont 24/24, PE.fr par exemple, et des applications qui sont, 8h-18h, en prenant en compte aussi, la notion des DOM-TOM. Donc la gestion des calendriers particuliers, donc ça c'est tout ce qui est, voilà, nous l'actualisation est un calendrier particulier, donc avec des applications, là-dessus. Les opérations de communication, des fois on a des opérations TF1 que peut-être vous entendez parler. Voilà, on a des applications qui sont là-dessus et donc on a des scénarios. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit en capacité de gérer tous ces calendriers-là, heu, dans une météo des services. Donc l'affichage des consignes, il nous faut encore affichage des consignes et de documentation, donc ça c'est un des objectifs, pour la météo des services. Respecter le circuit d'escalade des incidents, donc ça c'est, pareil, hein, il y a un workflow. Donc les exploitants, hein, ils ont tout un workflow, il y a une tuile, on va la voir quand elle s'allume. Ils ont plusieurs actions à mener. Voilà, c'est d'être en capacité de faire ce workflow, et intégrer en automatique les référentiels. Donc là, c'est vraiment intégré en automatique. Donc c'est-à-dire on va s'alimenter sur un outil de cartographie qui va nous remonter les applications, donc on va les remonter automatiquement dans le référentiel, Canopsys. Donc ça, on est en production. Voilà, je tiens à rappeler cette méthode des services, elle est en production, elle tourne déjà depuis peut-être un an et demi ou quelque chose comme ça.
et on n'a pas de problème référentiel. Tout fonctionne bien et on n'a aucun souci avec cette météo des services. Voilà, sur les objectifs. Donc les principes forcément, c'est quoi? C'est on s'alimente de différentes sources de données. Donc sur ce qu'on appelle en mode Heartbeat ou en mode KO. Alors OK KO, c'est forcément, vous comprenez, on reçoit un OK ou on reçoit un KO quand le scénario est tombé, et en mode Heartbeat, c'est justement on réagit sur c'est le but de réagir sur de la non-réception. Voilà. C'est-à-dire tant que le système est en vie, il envoie un Heartbeat, et le but c'est de réagir justement sur de la non-réception d'événements. Donc ça, c'est un des principes de la méthode de service, c'est les 2 cas qu'on traite, et alimenter donc un écran d'accueil sur les sites DSI. Donc on va voir, on a une télé, hein, quand on arrive à la DSI à Castelnau, à Montpellier, vous arrivez, il y a un grand écran heu, qui, heu, qui donne l'état de toutes nos applications. Voilà, et qui est alimenté donc forcément par la météo service Canopsys. Donc les sources, toujours pareil, c'est du SNMP, c'est du mail. Et les outillages sources, donc c'est NewTest et Whitby. Alors c'est, Whitby, je crois qu'il y en a ouais, il y en a peut-être plus du tout, mais en fait, en tout cas, c'est récent. NewTest, il y en a encore un peu, et Selenium Jenkins, voilà, ça c'est la solution, ce que disait Samuel, on est parti là-dessus là. Donc il y a maintenant quasiment, que du Selenium Jenkins. Et bien sûr, c'est pour superviser toutes nos applications internet et intranet. Toujours pareil, nos acteurs, nous ça tourne essentiellement autour de la production, mais la météo des services, on a quand même des clients, ce qu'on appelle des lignes produits, qui sont quand même très intéressés, qui sont abonnés justement à leur application, puisque là c'est clairement leur application. C'est parce que c'est eux qui nous fournissent, hein, les scénarios, les trames des scénarios, c'est eux qui fournissent tout ça. Donc ils sont assez connectés dessus aussi. Pareil, on passe au schéma des flux de tout l'écosystème de la météo des services. Heu, donc c'est ce que je vous disais, donc on va de gauche à droite, donc on fait toujours pareil, un import-export. Toute la partie cartographie, qui est importée, dynamiquement, dans Canopsys. Bien sûr, après tous les événements internet, intranet qui arrivent qui sont alimentés dans la météo des services. Toujours pareil, on a ce fort lien avec la rédaction, l'aide à la rédaction, de tickets Snow. Toujours pareil aussi, on est relié avec, tous les jours, il y a un export qui est fait des données de la base Mongo, Canopsys, dans notre data lake. Hem, il y a ensuite avec le lien avec notre GED, toujours pareil pour tout ce qui est consigne, flash, et cetera. Et après là, on a paramétré des fois des envois, parce qu'en fait, c'est sur ce qu'on appelle des scénarios techniques, parce qu'on a des scénarios techniques qui vont tester des API, des choses comme ça. Donc ça, on estime que c'est du technique. Donc on renvoie tout ça dans notre bac à alertes HIT. Voilà, donc là, j'ai voulu vous faire après quelques screenshots de la météo des services. Donc vous voyez, voilà, là vous avez l'état, donc ça c'est pareil, c'est l'exploitation, hein. Ils ont cette vue sur une télé qui leur est affichée dans leur salle de pilotage. Et voilà, quand ça clignote, donc il y a tout un workflow. Donc on a mis en place, donc ça aussi c'est important, hein, pourquoi, c'est ce que Samuel parlait tout à l'heure, et vous avez Whitby, vous avez, NewTest, chacun a leur cockpit. Oui, c'est intéressant, mais quand chacun a son cockpit, ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit formé à ce cockpit-là, heu, il y a pas une désignation de workflow. Nous, là-dedans, on a mis un workflow, c'est-à-dire il y a tout ce qui est en place. Ils doivent faire, mettre une pause sur le prendre en compte d'abord, acquitter, ce qu'on appelle acquitter le clignotement, valider après derrière. Ils ont toute la documentation qui est, comme on peut le voir sur le screenshot, qui est rattachée à la, à l'alerte. Donc vous voyez ce qu'on appelle le hard link, ça c'est important, on voit quand il y a l'alerte, il y a un link, il y a un lien vers un screenshot qui est rattaché à ce scénario-là pour indiquer au pilote clairement, il suffit de cliquer dessus et ça va lui dire: «Voilà, on sait, là où on s'est planté finalement, c'est sur cette page-là». Donc ça, c'est hyper important. Heu, donc il y a et puis la déclaration des incidents. En gros, on est en capacité de tout faire sur un seul cockpit, toujours pareil. Donc c'est la solution pour nous, qui nous permettait de pouvoir tout faire dans un seul cockpit. Et donc comme je vous disais, l'utilisation de ce workflow ils doivent acquitter d'abord pour dire, indiquer, qu'ils le prennent en compte. Ils doivent ensuite, traiter, pareil, traiter la consigne, exécuter le scénario au besoin, et ensuite mettre en pause. Voilà.
Donc ensuite, là, on passe à une vue pareil au niveau. Donc là, j'ai voulu mettre un référentiel. Donc c'est juste pour vous indiquer tout le référentiel qui existe à Pôle emploi. En gros, ça démontre qu'on est en capacité de prendre en compte un référentiel. Et oui, si, c'est quand même, c'est ce qu'il faut quand même préciser, c'est en bas, le screen en bas, vous voyez, tout ça, ce sont des informations qui sont propres à Pôle emploi. Donc chacun a ses propres informations et l'outil, donc Canopsys, nous permet ça, nous permet de pouvoir créer nos propres objets, finalement, nos propres objets pour définir ce que c'est qu'un scénario. Donc vous voyez, nous on a défini des valeurs, des plages, voilà, ben, on peut définir des objets bien particuliers qui sont typés pour chaque client en fait. Et donc là, ben voilà, là ce que je vous disais, c'est que voilà, nous on a cette vue cette télé qui est à l'accueil quand vous arrivez sur le site de Pôle emploi. Vous avez cette télé qui décrit en fait l'état de toutes nos applications. Voilà, donc là il y a tout est mélangé, hein, les stratégiques, les critiques. Donc après, en fonction du nom, chez nous ça parle, hein, quand il y a des applications qui sont plus ou moins en erreur. Voilà pour la partie. Pour les 2 cas d'usage qu'on a traités aujourd'hui. Donc là, je vais passer maintenant sur 2-3 slides. Alors peut-être je vais faire rapide parce que peut-être que là après c'est très technique. C'est juste en fait là, ce slide-là, c'est juste pour vous indiquer en fait qu'on est en capacité, voilà, par exemple Canopsys, nous on l'a intégré en mode Docker. Voilà. Ça, c'est ça qui est important à retenir, c'est que donc on est quand même beaucoup aujourd'hui, on est beaucoup sur un monde dockerisé, enfin à Pôle emploi en tout cas de plus en plus. Alors, sauf qu'aujourd'hui, on est sur du Swarm. Il y a un projet, un chantier, d'ici la fin de l'année, de basculer sur du Kubernetes. Voilà. Et pour l'instant, on est sur du Swarm. Donc tout ça, donc c'est forcément c'est des images. Et ce qui est important à retenir, c'est que vous voyez, on va récupérer toutes les images sur donc Capensys délivre toutes les images, les versions de Canopsys sont délivrées sur un Docker, sur le Docker public, hein, sur le Docker Hub. Et nous, en fait, on va le récupérer via notre modèle d'intégration continue. On va le récupérer sur le modèle Docker, sur le repository Docker. Hop, pardon. Voilà, donc ce que je vous disais, le pipeline, donc on a installé un pipeline d'intégration continue. Donc forcément, tous nos fichiers sont sur du GitLab. Bon, ça c'est assez standard. Donc on a les fichiers, les XML, hein, tous les fichiers INI. Donc bon, enfin voilà, on a tous les fichiers de configuration. Donc derrière, on fait du merge. Tout ça, ça part dans un Jenkins avec la mise à jour de toutes ces variables. Et ensuite, nous, alors pour l'emploi, il y a une suite, ce qu'on appelle XL. On est basé sur une suite XL. Qui va nous déployer tout ça justement sur la partie XL. Je fais simple, mais voilà, c'est juste pour vous présenter qu'on a tout un pipeline d'intégration continue pour le modèle, pour intégrer le modèle Canopsys. Et voilà, là c'est pour vous montrer sous XL, sur XLR plus exactement, tout notre pipeline d'intégration continue. Voilà, et là on démarre quand on a fait notre merge et ils nous disent ben voilà, Capensys nous dit on a livré une nouvelle version, vous pouvez la récupérer. Et bien en fait, on lance notre pipeline, on dit sur le Git quelle version il faut aller récupérer. Et tout ça, ça démarre avec après. Alors tout ça, c'est des steps que nous, on a mis en place. Hein, là, avec tout le déploiement, on va récupérer les fichiers, on va là, ici récupérer les images qui sont sur le hub, on va et déployer toutes les images petit à petit. Donc sur le deploy, c'est ce qu'on appelle le dev. Et ensuite, on fait ça sur la recette et sur la prod. Bon, on est après sur quelque chose de standard, hein, sur de la livraison. Voilà, mais ça permet ces modes de déploiement-là d'avoir plusieurs versions en même temps, en parallèle, hein. Voilà, on peut paralléliser, avoir en dev une version et en recette une autre et en prod une autre. Voilà, et monter petit à petit les versions qu'on souhaite en production. Moi, je pense avoir fait le tour. Super. Donc là, Samuel, Ouais, on peut ouais, parler après. vous m'entendez? Oui, on t'entend.
Merci beaucoup William pour ce retour. Donc effectivement c'est l'heure de conclure. Samuel, je vous laisse faire, et puis à tous les présents, n'hésitez pas à poser des questions. Là, je suis en train de répondre à certaines, donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Samuel, c'est à vous. Oui, alors très, très rapidement, parce qu'il va falloir que je vous laisse, là j'ai une autre réunion qui a démarré, mais William, tu peux rester un petit peu, là tu répondras à toutes les questions sans souci. Voilà, moi, ce que je voulais rajouter en conclusion, c'est pourquoi on a choisi cette solution-là, quels en sont les bénéfices pour nous. J'ai entendu au CRIP, par exemple, parler de ouais, c'est de l'open source, mais c'est payant quand même. Oui, bien sûr. Solution open source, nous, elles nous ont séduites pour démarrer. Et puis, on parlait il n'y a pas longtemps d'un RabbitMQ, d'avoir rajouté des briques, se baser sur de l'open source. C'est un exemple comme un autre, hein. Mais ça nous a permis de démarrer sur le produit, d'être sur des briques qui sont malgré tout connues, qu'on confie en intégration autour du produit. Et puis Cap'n6, voilà, dans sa roadmap, permet d'avancer en agrégeant ces briques-là et en rajoutant dans la fonctionnalité, hein, qui est certes pas forcément tout le temps open source, mais qui est fait avec de la réactivité. Donc sur les dalles là qu'on voit, hein, il y a le coût par rapport à une solution full éditeur international, où on a un réel gain. Alors je ne devrais pas le dire trop fort devant Edouard, mais voilà, on a quand même une solution qui est efficace et qui nous coûte moins cher. Voilà, ça, il faudra le couper sur le replay. Hein, d'accord. En tout cas, on espère sur la durée que on va avoir un retour sur investissement intéressant. La réactivité, alors il a fallu se mettre en place, hein, clairement. William peut-être pourra préciser sur les modes de fonctionnement et l'agilité. Aujourd'hui, on a des livraisons tous les 15 jours. On a une présentation de la roadmap. Puis on peut intervenir sur roadmap. On est en discussion sur la fin de l'année, sur l'année prochaine. C'est une situation qui nous a quand même changé la vie par rapport à ce qu'on pouvait avoir sur d'autres solutions, alors, qui sont très bien par ailleurs, qui ont plein d'autres avantages. Et forcément, enfin, nous, dans la DSI, on a voulu faire un truc un peu custom, par certains points. On parle de l'IA, de la remédiation. C'est des choses qu'il va falloir qu'on travaille aux petits oignons. Et c'est un réel intérêt que de pouvoir travailler main dans la main. Alors même si c'est Lille d'un côté et Montpellier de l'autre, c'est un peu compliqué, mais les outils modernes nous permettent de communiquer assez facilement. Voilà. Puis ça laisse de la place à l'innovation, hein. On n'est pas contraint sur une roadmap. Voilà. C'est la même idée, hein, d'un point de vue évolution et innovation, quelque chose qui est intéressant et voilà, force de proposition d'un côté, hein, et de l'autre aussi. Donc on avance vraiment de façon intéressante sur ces produits. Sur la dernière slide, puis je vais vous laisser. C'est les perspectives, parce que c'est aussi pour ça qu'on l'a fait, hein. On a dit, OK, il y a un premier cas d'usage, l'hyperviseur à métaux des services, l'hyperviseur technique, là, il est prêt depuis plusieurs mois. On attend le déconfinement pour pouvoir le mettre en production. Mais derrière, on a tout un tas de sujets qui seraient aujourd'hui nativement dans des produits différents. On a 2 data scientists dans l'équipe. On travaille sur des cas d'usage de data science. L'idée, c'est sur ce que nous on peut faire en cas d'usage data science, c'est d'aller voir, gratter à la porte de Cap'n6 et leur dire voilà, on a cette idée-là, on voudrait l'intégrer dans le produit, comment on fait. Sur la partie remédiation, l'IAOps, faire des analyses de tendance, de la corrélation. Alors, il y a les bonnes idées qu'a Cap'n6, mais alors, on va aussi leur demander d'intégrer des éléments nouveaux. On parlait des 50 connecteurs, ça peut être le 51e. Je pense qu'on a quelques perspectives intéressantes. On a toujours des soucis de cartographie, hein, de CMDB. Je pense que toutes les sociétés. Alors je veux bien un retour d'expérience d'une société qui aurait réussi à 100% dans sa cartographie du sol au plafond. Alors on est en travail permanent pour pouvoir améliorer. On change d'outil chez nous en interne. Il faut solliciter via API le produit Canopsys. On a aussi, avec les microservices, tout un tas de choses qui explosent. L'ouverture du temps réel, il nous faut la cartographie, elle bouge plus tous les 6 mois, elle bouge quasiment tous les jours ou plusieurs fois par jour. Il faut qu'on se prépare à ces changements-là pour donner de la meilleure information. Voilà. Puis, genre, je rentre pas dans le détail, mais la volumétrie d'alerte, j'en ai parlé en introduction tout à l'heure, c'est une vraie problématique chez nous. Donc, travailler sur les notions d'observabilité, ça veut dire chez nous, la notion telle qu'on l'entend, c'est se concentrer sur l'essentiel
regarder l'impact sur l'usage, hein, l'utilisateur, et pas forcément traiter une alerte CPU systématiquement juste au prétexte qu'elle a dépassé un seuil de 70 ou 80%. Ben, ok, on va traiter cette alerte-là, soit par de la remédiation, soit parce qu'il y a un impact sur l'utilisateur. Mais tous ces sujets-là, on va pouvoir les avoir dans ce cockpit-là. On travaille, là, ça va du 2020-2021, on travaille avec KPN 6 pour un objectif fort. Déjà cette année, on veut réduire de 30% notre volume d'alerte. On va voir si on y arrive, mais c'est ça. C'est se concentrer sur des alertes importantes, éviter les doublons, etc. C'est avec ce type d'outil ouvert qu'on va y arriver. Voilà. Et puis, dernier slide, et puis je vous laisse pour passer aux questions. Alors, je l'ai déjà dit sur l'open source, hein, solution out of the box, donc ça nous a permis de travailler sur l'ergonomie sans trop toucher le produit. Mais c'est pas que ça, hein, l'open source, hein, c'est aussi des briques qu'on a pu rajouter, j'en ai parlé. Il y a un élément qui est important, sans faire le franco-français, dont vous avez parlé en introduction aussi, c'est le fait qu'on ait une relation directe avec l'éditeur. Je ne sais pas s'il faudrait que je le dise comme ça, mais la relation directe avec KPN 6, elle est importante. Ça nous permet de travailler. On a parlé de DevOps, d'itération, d'agilité. Tous les 15 jours, on a des livraisons. Évidemment, il y a des correctifs hein, de temps en temps, des corrections de bugs, des évolutions, des nouvelles fonctionnalités. Et cette relation directe nous permet vraiment d'avancer de façon itérative. Et ça, on a beaucoup gagné. William est ravi du mode de fonctionnement qu'on a avec la solution aujourd'hui. J'ai pourvu que ça dure. C'est tout ce que j'avais. Merci beaucoup, Samuel. Je vous laisse dans les mains de William pour les questions techniques. Moi, je comprends rien, donc c'est lui qui. Ça marche. Merci encore, Samuel, pour ce retour d'expérience. Alors, en attendant que vous puissiez poser vos questions, n'hésitez pas à le faire. Là, j'essaye de donner les réponses en direct. Alors, sachez, pour ceux qui voudraient une présentation plus généraliste sur Canopsys, que nous organisons un autre webinar. Donc, le 9 juillet à 10h, c'est ce que je vous disais sur le chat. Sachez également qu'on est à disposition pour répondre à vos questions d'une manière ou d'une autre, et qu'on peut également vous accompagner sur des maquettes, sur des POC, si vous en aviez le souhait. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour cela si c'est votre cas. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous venez d'entendre? Est-ce que ça répond à vos attentes par rapport au titre et à ce retour d'expérience, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être floues? N'hésitez pas, hein, surtout, c'est le bon moment pour poser vos questions. J'en profite du coup pour vous remercier également d'avoir participé. Je remercie Pôle emploi pour ce retour d'expérience que moi personnellement j'ai trouvé très clair. C'est assez représentatif de ce qui a été fait chez Pôle emploi, donc c'est conforme, je trouve. Mais bon, je suis peut-être pas le plus objectif dans l'affaire. Là, je vois pas d'autres questions apparaître. Alors, on a un peu débordé, mais vous voyez, c'est passionnant comme sujet. Donc, c'est vrai qu'on a et encore, on pourrait vous en raconter pendant pendant encore plein d'autres heures, mais bon. Alors, il y a une question. Y a-t-il une liste des connecteurs out of the box? Alors, oui, tout à fait. Alors, tout se passe sur le site de la documentation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le copier-coller, comme ça, vous l'aurez, vous en aurez une trace. Ok. Donc voilà, j'ai envoyé le lien directement dans les questions. Alors sachez que quand l'outil n'est pas listé, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas compatible. Je vous donne un exemple. Canopsys peut recevoir des trappes SNMP. Donc dès lors, ça ouvre par exemple un grand nombre d'outils potentiellement à l'interco. C'est compatible aussi avec Logstash. Donc, si vous êtes utilisateur de cette solution, ça ouvre aussi finalement tous les entrants de Logstash. Donc, effectivement, ne concluez pas trop vite en voyant le listing des connecteurs out of the box sur la doc. Peut-être que celui que vous voulez évoquer est compatible également. Revenez vers nous, hein, n'hésitez pas à nous contacter sans souci. Hein, on vous dira tout de suite si c'est compatible ou si ça l'est pas. Hein. D'autres questions peut-être? A priori, il n'y a plus de Ouais. questions. Hein. Mais vous avez le droit aux questions commerciales aussi, hein, si vous voulez, c'est possible.
Ouais, encore une fois, hein, comme disait Michael, n'hésitez absolument pas à nous contacter. On sait vous accompagner sur un POC. En règle générale, on vient s'adapter à un périmètre réduit, forcément, mais on arrive assez facilement à prouver la facilité d'intégration et les aspects fonctionnels de Canopsys qui doivent répondre à votre problématique. En tout cas, on est ouvert, évidemment, à vous répondre et à vous accompagner sur cette phase de POC. On le fait régulièrement. On a des POC en cours actuellement qui se passent très bien. Il y a de nombreuses fonctionnalités qui arrivent. On est également, notamment avec Pôle emploi, sur la création actuellement d'un club utilisateur qui permettra justement d'échanger des problématiques, d'échanger les besoins, voire de créer une place de marché pour le développement de nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, il y a tout un tas de choses. Je parlais de l'écoute tout à l'heure. Bon, ça fait partie de notre volonté à être proche de nos clients, de nos prospects. Donc n'hésitez absolument pas. On vous répond bien évidemment en langue française puisque on est nous-mêmes sur le territoire et français et ayant installé notre siège social dans le nord de la France depuis 17 ans. N'hésitez absolument pas à nous contacter, c'est important et on se fera un plaisir de vous renseigner. Voilà. A priori, il y a plus de questions. Écoutez, je pense on va pouvoir conclure là. Ça fait 1h15 qu'on est ensemble. Donc je pense que c'est le bon moment. On va vous laisser retourner à vos occupations. William, encore merci. Vous pourrez transmettre nos merci aussi à Samuel. Ouais. Et puis Edouard, je te dis À bientôt. à la prochaine. Allez, grand merci à tous et puis à plus tard. Merci encore. À bientôt. Au revoir. Au revoir.